En République démocratique du Congo, autant dans la vie sociale de nos compatriotes, autant dans la classe politique congolaise. Hier, on a parlé de l'agression rwandaise. Récemment, on a parlé du dialogue, du changement de la constitution. Aujourd'hui, un autre sujet fait table rase au sein de l'opinion, un autre sujet fait jaser. On parle justement de tout droit TINA 3. Tout droit TINA 3, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un slogan brandi par ceux qui ont la gestion quotidienne de la République démocratique du Congo. C'est un dicton tiré justement de l'Union sacrée de la nation. Nous l'avons vu au stade, à l'esplanade du palais du peuple lors de l'accueil des léopards. Nous avons vu des noms, des slogans autour de la qualification prestigieuse de la RDC au Mondial 2026. Mais derrière ce dicton, derrière cette phrase, se cache une idéologie. Et c'est autour de ça que nous allons discuter. Est-ce que tout droit TINA 3 n'est pas ce portail qui nous mène vers la naissance justement d'un Félix Tshisekedi Seseko? On en parle sur ce plateau avec une élite, un jeune dont les arguments nous émerveillent, un jeune qui a en soi la carrure d'un homme d'État. Il parle de la RDC avec passion, il parle de la RDC avec raison. Et dans chacune de ses interventions à travers les médias, il ne cesse de nous émerveiller par ses arguments. Je suis très honoré de recevoir encore une fois sur ce plateau Enoch Manoka. Bonjour, bienvenue. Bonjour DG, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Très bien, au rythme du pays. Très bien. Enoch Manoka, lors du dernier accueil des léopards, après la qualification historique au Mondial 2026, nous avons vu des calicots, des banderoles, tout ça, l'accueil était triomphal. Mais arrivé à l'esplanade du Palais du Peuple, des images ont attiré notre curiosité. Nous avons vu les branding où il était mentionné qualification des léopards, on ascense notre équipe nationale, mais quelque part, une phrase a attiré l'attention de l'opinion. Tout droit TINA 3. Et dans la scène, nous voyons Félix Tshisekedi qui arrive avec son cortège, mais dans une tenue totalement différente. C'était une première fois qu'il s'habille ainsi, Félix Tshisekedi habillé en toque de léopard. D'après vous, est-ce un signe d'un Tshisekedi Seseko qui est en train de naître petit à petit? Et tout droit TINA 3 veut dire quoi? Un troisième mandat ou un Félix Tshisekedi qui doit atteindre 2030? À vous. Merci de la question, monsieur le journaliste. Je commence par dénicher d'abord l'incohérence dans la phrase « tout droit TINA 3 ». Okay. Je pense que tous ceux qui suivent l'actualité politique de notre pays, ils savent qu'actuellement, l'Union sacrée est dans un combat pour le changement de la Constitution. C'est une actualité... Et non pour la révision. Exactement, qui défraie la chronique. La majeure partie des communicateurs de l'Union sacrée sont en train de monter au créneau pour se battre pour le changement de la Constitution. Ils veulent à ce que le chef de l'État puisse continuer ses missions politiques parce que, pour eux, le chef de l'État n'a pas un mandat, mais par contre une mission de pouvoir développer le pays. Et que la mission n'est pas limitée dans les temps. Et qu'en même temps, on voit le ministre des Sports, M. Didier Boudimbo, venir avec la phrase « tout droit TINA 3 ». Oui, nous avons pris l'image même de exactement. Alors, ici, lorsqu'on parle de cette affiche, lorsqu'on parle du changement de la Constitution, vous savez que ces changements-là fait répartir l'État à zéro. Et que même les comptages du nombre de mandats du chef de l'État sera repris à zéro. Mais par contre, ils parlent d'un troisième mandat. C'est ce qui est incohérent. Parce que lorsqu'on aura... Donc, le droit TINA 3, ce n'est pas le fait que l'Union sacrée veut que Tshisekedi atteigne 2030, mais... Non, mais c'est par contre les mandats. Qu'il puisse avoir un troisième mandat. Exactement, parce qu'il y a eu deux mandats, ils pensent qu'il faut qu'il y ait le troisième mandat. Or, on ne peut pas parler du troisième mandat... Dans le cadre de... Exactement, cette constitution limite les chefs de l'État qu'au nombre de 2 mandats. Et même lorsqu'on aura une nouvelle constitution,
on va recommencer les comptages à zéro. À zéro. Et donc, même dans les dialogues que Boudimou est en train de faire, il doit y mettre un peu de rationalité, y mettre un peu de sagesse. Ça aurait été pour lui sage de parler d'un nouveau mandat sous les joug d'une nouvelle constitution que de parler de tout droit tinatoire. Et l'union sacrée, même dans la tricherie, est incohérente. Alors, dans tout droit tinatoire, c'est un concept incohérent. Exactement, c'est très incohérent. Alors, lorsque vous partez dans les narratifs de ceux qui soutiennent cette expression, ils vous diront que le chef de l'État n'a pas de mandat, mais par contre une mission. Donc, je comprends en d'autres termes que l'union sacrée nous rejoint dans notre combat qui sous-entend l'idée que nous avons une crise politique issue des élections de 2018 et 2023. Parce qu'on a toujours dit que le chef de l'État n'a pas été élu. Or, vous le savez bien que moi, qu'on ne peut pas exercer un pouvoir politique sans avoir eu un mandat politique. Et que l'action politique est limitée dans le mandat politique. Et que la mission politique également est fonction du mandat politique. Alors, lorsque vous voyez une formation politique vous dire que le chef de l'État n'a pas un mandat politique, donc cette formation vous dit en d'autres termes que le chef de l'État n'était pas élu. Parce que le mécanisme par lequel le chef de l'État a un mandat politique, c'est les élections. Et quand on n'a pas les mandats politiques, donc on n'est pas élu. Donc d'après Enoch Manoka, ce sont les élections qui donnent mandat politique. Conformément à la Constitution. Exactement. Et c'est les mandats politiques qui confèrent aux détenteurs de ces mandats les missions d'exercer les mandats politiques. Parce que les missions sont consubstantielles au mandat. Quand on vous dit, vous avez la mission. Mais l'acteur politique peut avoir aussi sa propre mission qu'il va adapter simplement au mandat. Non, non. Les missions dans la gestion de la gouvernance sont implémentées dans les textes. Parce que la gouvernance est fonction des règles. Quand on dit par exemple que vous êtes chef d'État, vous avez pour mission d'unifier les pays. Ce n'est pas parce que vous avez voulu être chef d'État, non, mais parce que en acceptant cette fonction, vous savez c'est pourquoi vous deviez agir en tant que chef d'État. Parce que les attributions sont prévues, les compétences sont d'attribution également, et donc on ne peut pas aujourd'hui s'attribuer une mission qui n'est pas prévue par les textes qui régent la République. Alors, lorsqu'on vous dit que vous avez la mission, quelle mission de déloger Paul Kagame, donc on veut dire en d'autres termes que non, vous n'avez pas été élu par les Congolais, vous vous êtes improvisé chef d'État, vous vous êtes octroyé des missions politiques non prévues dans la Constitution, et que sur base de ça, vous ne pouvez non plus vous limiter le nombre de mandats. Est-ce que la mission du chef de l'État est déjà fixée, même dans son serment? Exactement. Parce que le chef d'État, quand il vous dit je jure de respecter la Constitution, fidélité, tout ce qui va avec. Et en même temps, lorsque vous lisez l'article 69 de la Constitution alinéa 2, on vous dit il est le garant de l'unité nationale, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions de pouvoir public et tout ce qui va avec. On confond souvent au garant des bons fonctionnements. Voilà. Donc, quand vous lisez les dispositions ayant trait au chapitre auquel on parle des institutions politiques, on cite le chef de l'État, vous allez déterminer, vous serez à même de dire les missions du chef de l'État. Or, dans les concrets, lorsqu'on vous dit que le chef de l'État est garant de l'unité nationale, est-ce que nous sommes unis? Non. Il y a eu une agression rwandaise à l'est du pays. Alors, à qui devions-nous nous apprendre? Au chef de l'État. Parce qu'en étant garant de l'unité nationale, lorsqu'on est divisé, c'est lui qui n'a pas pu respecter la mission qui lui est conférée par la Constitution de garantir l'unité du pays. Donc, d'après Enoch Manoka, la mission scandée par l'Union sacrée de la nation sur le chef de l'État en termes de gestion du pays ne doit pas découler de lui-même. Exactement. La mission est déjà fixée dans la Constitution. Et cette mission, lui ne doit simplement que s'adapter exercer la mission. D'autant plus que la mission politique ou les missions politiques découlent du mandat politique. Mais quand même, le chef d'État peut apporter sa vision dans la mission. Exactement. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous venez en tant que chef d'État, vous battez campagne sur base d'un programme politique. Lesquels programmes politiques incarnent votre... quand même, la vision du chef de l'État doit s'adapter à la mission fixée justement au niveau, par la loi, par la Constitution. Exactement, parce que l'action ou la gouvernance ne s'improvise pas. La gouvernance, c'est sur base d'abord du programme que vous avez dû avoir avant d'avoir le mandat politique. Et que sur base de ces programmes-là, vous allez exercer votre action politique. Mais, cependant, votre programme politique ne doit pas supplanter les attributions ou les missions que les constituants vous a données. Mais lorsque vous prenez notre chef d'État, en battant campagne,
avait-il l'intention d'implémenter une réforme constitutionnelle? Non. Non. Parce que lorsqu'il battait campagne, que ce soit en 2018 et en 2023, il avait toujours l'intention de vous dire que le problème n'est pas la Constitution, que le problème c'était les hommes qui implémentaient la gouvernance. Parler de la relance Exactement. économique, le développement, tout ça. Voilà. Or, en politique, la réforme est conçue avant l'octroi du mandat politique. C'est comme ça que vous avez des acteurs comme Sessanga, lorsque vous l'entendez, il vous dit, il est partisan de la révision et il vous cite les dispositions constitutionnelles qui seront révisées du moment où il sera chef d'État. Mais lorsque notre chef d'État était opposant, il n'avait jamais l'intention de changer la Constitution. C'est d'ailleurs lui qui nous a sorti l'expression que lorsqu'il sera chef d'État, les policiers auront des véhicules, le problème n'est pas la Constitution, mais le problème c'est les hommes. Mais là, comment expliquer qu'au moment où il est en train de gouverner le pays, qu'il a l'intention d'apporter la réforme, dès lors que la réforme est issue d'un programme qui vous ramène au mandat politique, mais que lui n'avait pas au départ. Donc, d'après vous, le projet de changement de la Constitution est une improvisation. C'est une improvisation qui tend à maintenir le chef de l'État au pouvoir. C'est comme ça que vous avez des gens comme des Boudim ou des chantres sempiternels du chef de l'État qui vous parlent de tout droit Tina 3. Est-ce un abus de promesse envers la population? Parce que aussi, avant d'être réélu président de la République pendant la campagne, il n'a jamais fait mention des prochaines réformes constitutionnelles et que durant le long de son pouvoir, il décide directement du changement de la Constitution. Ne voyez-vous pas que Tshisekedi pourrait peut-être abuser des promesses qu'il a faites à ses électeurs? Non, ce n'est pas abuser. C'est tout simplement dire au peuple congolais que je ne suis pas votre émanation. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous venez pour être chef d'État, vous apportez votre programme. Vous dites au peuple que lorsque je serai chef d'État, voilà les actions que je vais implémenter qui iront dans votre intérêt. Et il a parlé des 6 piliers. Exactement. Et dans ces 6 piliers, il n'y avait pas le changement de la Constitution. Et la population vous aurait octroyé sa confiance. Et vous prenez le pouvoir, vous dites à la population, non, je n'ai pas un mandat politique. Cela veut dire que vous n'êtes pas ceux qui m'ont porté au pouvoir. Et que donc, je m'octroie des missions non prévues dans la Constitution et parmi lesquelles je dois changer la Constitution. Ce serait par contre à la population de comprendre les langages, parce qu'en politique, il y a les dits et les non-dits. Quand vous me dites, moi, peuple qui est censé te donner les pouvoirs, que je n'ai pas un mandat politique, cela veut dire que je ne suis pas redevable envers toi, peuple. Et que de ce fait, le peuple doit être en même de se prendre en charge contre ceux qui pensent exercer les pouvoirs politiques en dehors du mandat politique. Le temps que la régie nous prépare 2 images du passé et du présent de l'ancien président Mobutu et de Félix Antoine Tshisekedi, nous allons d'abord nous attarder sur cette question de tout droit Tina 3. Oui, oui. En quoi est-ce que Félix Tshisekedi lui-même, en tant que président de la République, est partant de la question du changement de la Constitution, au regard de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est dit au sein de l'opinion, même au niveau de la classe politique? Est-ce que lui-même, en tant que président de la République, quand vous observez son attitude, même lors de l'accueil des léopards, vous avez entendu comment les Quinois, la jeunesse quinoise scandait les troisième mandat et puis lui dit merci beaucoup Nayo Kibino. Est-ce que dans sa posture, vous voyez un chef d'État qui accepte de manière indirecte cette proposition de sa famille politique d'aller vers le changement concret de la Constitution? Je répondrai dans 2 aspects par rapport à cette question. D'abord du côté du leadership politique. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise troupe sans qu'il y ait un mauvais chef. Lorsqu'il y a une mauvaise troupe, c'est-à-dire que le chef est autant mauvais que la troupe. Il n'y a non plus d'expression politique dans la dynamique d'un parti politique sans qu'il y ait l'impulsion du leader politique sur base desquelles les autres membres implémentent les réflexions. Okay. Lorsque vous voyez les membres d'un camp politique, qui plus est les membres du gouvernement de la République, s'exprimer clairement sur les questions du changement de la Constitution et que le chef de l'État ne s'y oppose pas, cela veut dire que le chef lui-même est complice. J'en veux pour preuve. À chaque fois que Joseph Kabila a été interrogé sur la question du changement de la Constitution, sa réponse était claire. Je respecterai la Constitution. Et en même temps, il vous disait, lisez la Constitution, je n'ai pas l'intention de me pérenniser au pouvoir.
Ce qui n'est pas le cas pour le chef de l'État. Lorsque Boudimbu, du haut de la tribune... Parce que Tshisekedi n'a pas encore eu cette occasion de... Non, je vous donne les opportunités. Je vous donne les opportunités. Oui. Le chef de l'État, du haut de la tribune où il était, Boudimbu prend parole en disant « Tout doit à 3, Fatibé, béton ». Ce qui est d'abord incohérent dans la gestion de la République. Boudimbu n'est pas sous les joues du chef de l'État. Okay. Boudimbu fait partie du gouvernement parce que l'exécutif est bicéphale. Il y a le chef de l'État, le président de la République, ainsi que le gouvernement chapeauté par le Premier ministre. Et donc, lorsque vous voyez un ministre d'État faire des éloges, non, pas des éloges, faire les dialogues à un chef d'État, et que le chef d'État lui-même à ses côtés ne s'y est pas opposé, rassurez-vous que le chef de l'État partage le même avis. Parce qu'avant que le chef de l'État ne vienne dans une activité politique, il y a ces protocoles qui prennent les dispositions et les services de sécurité qui viennent. On a affiché une grosse pancarte là-bas où il est écrit « Tout droit, ti na trois ». On va afficher, alors, si le chef... que les Congolais... Exactement. Ouais. Si le chef n'était pas d'accord face à cette praxis politique qui n'est pas dans le sens de ses réflexions, il aurait dû interdire à Boudimbu de mettre ces pancartes-là. Et lorsqu'il laisse qu'on mette des pancartes, c'est parce que le chef partage la vie. Hier, vous avez suivi le chef de l'État vous dire qu'il veut réformer la République démocratique du Congo sur le plan des infrastructures à l'horizon 2034. Exactement. Alors, restons dans son expression, parce qu'en politique, il y a les dits et les non-dits. Si on doit rester dans la logique du fait qu'on peut mettre un horizon sans y être convié, on peut comprendre le chef de l'État qu'il veut poser les actions aujourd'hui, mais qui auront des répercussions également pour les générations à venir. D'après vous, vous insinuez que d'ici 2034, Tshisekedi sera... Je suis en train d'analyser son expression. Il fait une projection d'avenir. Exactement, laissez-moi analyser. Oui. Lorsque je commençais par dire ce que vous dites là, c'est-à-dire qu'on peut implémenter une action politique, mais qui aura des répercussions dans les générations d'avenir, c'est-à-dire des projections. Mais par contre, les contextes politiques est tels que, avant-hier, on a dit tout droit, ti la trois. Et que les débats autour du troisième mandat du chef de l'État... Je vois qu'on est en train de dire ça. Voilà. Tout droit, ti la trois. Et donc, allez-y. Les débats autour du changement, excusez-moi, du troisième mandat du chef de l'État défraient la chronique. Et dans un contexte comme celui-ci, lorsque le chef de l'État vous dit que j'implémente des actions politiques à l'horizon 2034, et si on prend les contextes politiques du pays, on serait tenté de croire qu'il veut vous lancer des messages subliminaux, c'est-à-dire que je suis au pouvoir à l'horizon 2034. Mais il a le droit de faire la projection. Non mais s'il vous plaît, j'ai accepté la projection, je fais une analyse des non-dits de la communication du chef de l'État au vu du contexte politique du pays. Okay. Si vous prenez les contextes actuels du pays, vous allez vous convenir avec moi que le chef de l'État vous dit que j'implémente des actions politiques en étant au pouvoir jusqu'à l'horizon 2034. C'est que le peuple congolais n'acceptera jamais. Je pense que ceux qui gouvernent le pays ne doivent pas défier la population. Déjà en disant que nous n'avons pas un mandat politique, donc vous défiez le peuple qui est le souverain primaire. On a pris les membres de la force du progrès. On les a ramenés au stade de martyr pour chanter à la gloire du chef de l'État. Sous prétexte que c'est la population congolaise qui chante pour la gloire du chef de l'État. Mais ils font partie de la population congolaise. Lorsqu'on prend la Constitution, quelles sont les voies d'expression de la population congolaise? On vous parle du référendum, on vous parle des élections, on vous parle de la pétition pour une révision. On parle des 100 000 Congolais qui peuvent faire une pétition. On vous parle du fait que la population peut s'exprimer par l'entremise de ses représentants. Est-ce que le fait, pour une fraction des membres de la force du progrès, munis de leur machette et tout ce qui va avec, de chanter... mais là-bas, il n'était pas... Je n'ai pas dit que là-bas, mais l'air connaissant, le fait pour les membres de la force du progrès, de dire au chef de l'État que nous t'octroyons, nous, force du progrès, nous vous donnons... Mais quelle est la preuve que vous détenez qui démontre que c'était des jeunes forcément... Ce n'est pas une voie par laquelle le peuple congolais peut s'exprimer parce que la Constitution a mais la clameur publique existe aussi. Non, la clameur publique intervient dans quelle hypothèse? Lorsqu'on est dans le domaine juridique, on sait qu'une personne peut être poursuivie par la clameur publique. Mais lorsque vous lisez notre Constitution,
qui est la loi mère. Elle établit les mécanismes d'expression du peuple congolais. L'article 5 est là. L'article 27, l'article 27. que ce sont des jeunes de la non, mais écoutez, qu'on instrumentalise la pétition, pour collecter des pétitions. La pétition prévue dans la Constitution est encadrée par la Constitution. Okay. Or, les changements des constitutions relèvent du pouvoir constituant originaire qui n'est pas limité dans la Constitution. Donc, on ne peut pas utiliser un mécanisme prévu dans la Constitution pour préparer la mort de la Constitution. Ça ne se passe pas ainsi. Alors, à quoi? Mais par contre, oui, on peut, par un référendum, c'est-à-dire pas un référendum sur l'article 5 de la Constitution, mais un référendum qui va faire intervenir les peuples en amont d'abord pour choisir une assemblée constituante ayant pour mission d'écrire la Constitution, et un référendum en aval où le peuple viendra s'exprimer pour le oui ou le non par rapport à la nouvelle Constitution. Est-ce que cela a été fait pour la première Constitution? Mais là, il faudrait partir d'un principe. Oui. Il y a le mode démocratique et le mode antidémocratique d'élaboration de la Constitution. Et dans le mode démocratique, il y a 3 phases. Soit que le peuple intervient en amont, sans intervenir en aval. Soit que le peuple intervient en aval, justement pour accepter ce qui a été fait. Soit que le peuple intervient en amont et en aval. Mais ceux qui réfléchissent dans le domaine des référendums vous diront que le mécanisme le plus démocratique, c'est le mécanisme qui fait intervenir les peuples et en amont et en aval. Mais c'est pas pour autant. C'est pas pour autant. Le mode était antidémocratique. Non, c'est démocratique, pas ça fait partie de la chaîne. C'est 3. Il y a le peuple intervient en amont. On vous dit par exemple que non, nous, on vous élu, on vous octroie la légitimité. Tout ce que vous allez élaborer là-bas, ça sera opposable à nous. Vous partez, vous élaborez, vous promulguez la Constitution. Il y a également ce qui fait intervenir les peuples en aval. C'est-à-dire, vous élaborez la Constitution, bien que n'étant pas choisi par le peuple pour le faire, vous ramenez la Constitution et le peuple accepte cette Constitution-là. C'est un mode démocratique. Mais le mode qui est plus démocratique, c'est celui qui fait intervenir les peuples et en amont et en aval. Mais par contre, lorsqu'on parle des modes antidémocratiques, là, le peuple n'intervient ni en amont, ni en aval. Mais qu'il y a un dictateur qui vous élabore la Constitution, qui les ramène, qui les promulgue, et vous êtes censé vous soumettre à ce qu'il a promulgué. Le cas de Laurent Désiré Kabila, qui a fait son décret loi constitutionnelle, qui n'a pas été ni voté par les peuples en amont, non plus en aval. Mais s'il faudrait par exemple arriver à cette création d'une assemblée constituante en vue de l'élaboration de la Constitution, il doit y avoir un point de départ. Exactement. C'est-à-dire que, d'après vous, quel doit être le point de départ? Comment le peuple doit exprimer le besoin de créer une assemblée constituante pour aller justement vers l'élaboration d'une nouvelle Constitution? Vous savez, la Constitution actuelle du pays, c'est parmi ce qu'on appelle les constitutions conventionnelles. C'est-à-dire, il y avait une crise politique et sécuritaire à l'époque. Les acteurs politiques se sont réunis autour de la table, discutés, et que sur base de cela, ils ont implémenté une nouvelle constitution. Alors, tout dépendra du contexte politique du pays. Soit que nous sommes dans un contexte d'accalmie totale et que le pouvoir en place promulgue, par exemple, une loi électorale spéciale ou une loi de référendum, par exemple, qui donne les conditions pour être un constituant. Je prends l'exemple. Et que le peuple aura pour mission de voter ces gens-là qui doivent faire partie d'une assemblée constituante et que par après, lorsqu'ils auront élaboré, le peuple va intervenir à l'aval pour avaliser. Maintenant, ici, nous sommes dans un autre contexte où il y a une crise sécuritaire. La seule stratégie, je ne voulais pas en venir jusqu'à ce niveau-là pour commencer à donner à ces gens du pouvoir comment ils doivent faire les choses. La seule stratégie qui peut nous ramener à une nouvelle constitution, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs politiques. Et que, sur base de cette discussion, qu'on puisse déboucher à une nouvelle constitution, parce qu'on parle des constitutions conventionnelles. C'est-à-dire qu'il y avait des conventions entre les acteurs politiques, c'est-à-dire les consensus et les dialogues, et que sur base de ça, on a implémenté la naissance d'une nouvelle constitution. Or, nous sommes dans un contexte où tous les acteurs politiques sont à l'unanimité contre le changement de la constitution, à part les tambourinaires de l'Union sacrée. Et donc, ici, même si on mettait ces sangs-là, Fayulu, Kabila, Moïse Katumbi, Tshisekedi et tout le reste, il y a peut-être 2 qui seront d'accord, mais les restes ne seront pas d'accord pour le changement. Et que donc, on sera en impasse de pouvoir implémenter ces changements-là. Mais le mal également, c'est à quel niveau? Si on change la constitution aujourd'hui, les Congo vont entrer dans une sorte de cycle infernal.
des changements en changement des constitutions. Pourquoi je l'ai dit? Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je sais, mais quand même la dynamique entre 2006 et aujourd'hui, c'est une autre dynamique que celle qui a été implémentée avant. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est parti à Sun City, on s'était mis d'accord qu'il fallait créer des institutions fortes en lieu et place des hommes forts. La constitution de 67 a aussi beaucoup duré. Non mais écoutez, 67 a subi beaucoup de révisions, ne vous en faites pas. Ouais. Et même certaines de ces révisions-là ont consacré ce qu'on appelle les changements de la Constitution, parce qu'il y a une différence. La Constitution n'a pas commencé aujourd'hui. Exactement, mais il faut comprendre que la dynamique implémentée depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui se pérennise. Donc on n'est pas dans cette logique-là. Je sais que vous me parlerez de la Constitution sous l'égide de Mobutu, oui. Mais il faut savoir que cette Constitution a subi plusieurs révisions constitutionnelles, ce qui n'est pas le cas avec la Constitution de 2006. Et donc ici, je parlais du cycle infernal des changements à changement. Pourquoi? Parce que les raisons qui sous-tendent ces changements des constitutions sont des raisons subjectives. On vous dit par exemple que nous voulons changer la constitution parce que Mobutu l'avait également fait à son époque, alors qu'on a combattu Mobutu contre ces mécanismes-là. On vous dit, nous voulons changer la constitution parce que Laurent Désiré Kabila avait ramené sa propre constitution, alors qu'on a combattu Laurent Désiré Kabila, mais avant on était partenaire de Laurent Désiré Kabila. On vous dit en même temps qu'on veut le changement des constitutions parce que Kabila, le fils, là, il a fait la révision constitutionnelle en 2011. Mais là, on ne sait pas comprendre pourquoi est-ce qu'on est au pouvoir. Est-ce qu'on est là pour imiter les mal qu'on a combattu jadis? En quoi est-ce qu'on a lutté en politique? Parce que l'UDPS a lutté pour la démocratie. Mais si cette constitution présente des imperfections, des faiblesses... Non, la révision est naturelle. Les imperfections de la Constitution sont à corriger. Et si par exemple certaines dispositions qui présentent des faiblesses devraient être révisées mais sont au stade actuel verrouillées. Vous savez pourquoi les gens ne comprennent pas l'essence de l'article 220? C'est parce qu'ils prennent ça avec l'émotivité. Lorsque vous voyez un État verrouiller certaines dispositions de sa constitution, c'est parce que ce sont des valeurs intrinsèques qui sous-tendent la vie politique de cet État-là. Et qu'on ne saura pas y déroger parce qu'on s'est dit, ben voilà, on a lutté pour le pluralisme politique, nous l'avons obtenu. On est parti à Sun City pour dire que non, on veut des hommes, disons, on veut des institutions fortes en lieu et place des hommes forts. Voilà pourquoi on limite les mandats du chef de l'État. On ne veut pas que X personnes puissent violer les droits fondamentaux des citoyens. Voilà pourquoi on a intangibilisé ça. Vous savez, on a mis ça dans le sens de pouvoir préserver les valeurs démocratiques sur base desquelles on a lutté et qu'il y a eu beaucoup d'agressions et de guerres. Et c'est comme ça qu'on ne veut pas que ces matières-là soient modifiées. Dites-moi en quoi est-ce que l'une des matières prévues à l'article 220 porte atteinte à la gouvernance de Tshisekedi? Aucune. Mais lorsque vous voyez un chef d'État, lorsque vous voyez un gouvernant vouloir changer les règles des jeux, comprenez que c'est parce que les bilans ne convainquent pas. Parce qu'en politique, on dit, lorsque les règles des jeux excusez-moi, lorsque la gouvernance convainc, on ne change pas les règles des jeux, mais on fait les bilans. Si aujourd'hui l'Union sacrée est en train de nous ramener le débat sur le changement des constitutions, c'est parce que elle n'a pas un bilan à présenter. Mais peut-être qu'au niveau de le fait d'avoir un président et un premier ministre pourrait déranger le bilan du chef d'État, parce qu'on le dit souvent, à quoi ça sert d'avoir un premier ministre comme le Souminois qui travaille dès le début du mandat jusqu'à la fin, mais lorsqu'on arrive à terme du mandat, c'est le chef d'État qui est obligé de défendre un bilan pour lequel il n'a pas travaillé. Non, je pense que ceux qui disent ça ne comprennent pas la stratégie implémentée dans notre constitution. D'abord, il faut comprendre que nous étions, en discutant autour de cette constitution, dans un contexte où, à chaque fois qu'on avait des chefs d'État, ils étaient plus forts que toutes les institutions du pays. Il fallait d'abord créer l'équilibre entre le pouvoir du chef de l'État, les pouvoirs du gouvernement et les pouvoirs des députés nationaux et tout ce qui va avec. Alors, je reviens sur la stratégie qui est mise dans notre constitution. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que le chef de l'État définit en concertation avec le gouvernement la politique de la nation, qui nomme les membres du gouvernement? Le chef de l'État. Qui nomme le Premier ministre? Le chef de l'État. Si je quitte l'aspect juridique sur le plan politique, il a une ascension sur eux. Ce qui fait que dans la définition de la politique du gouvernement, c'est le chef de l'État qui a plus d'avis à donner par rapport aux membres du gouvernement. J'en veux pour preuve. C'est parce qu'il est élu comme chef d'État sur base d'un programme politique présenté par la population. Et lorsqu'il vient définir la politique de la nation, il ramène le même programme sur base duquel il a été élu,
Et les membres du gouvernement qui viennent également avec certaines réformes doivent s'arc-bouter avec les programmes que le chef de l'État avait incarnés lors du mandat, disons, lors de la campagne électorale, et qui sera transformé en politique de la nation. Et pourquoi les premiers ministres doivent les conduire? Parce que le chef de l'État répond de son mandat au peuple, mais le gouvernement répond de son mandat envers l'Assemblée nationale, disons, le Parlement en général. Or, le Parlement est constitué par des représentants du peuple. Ce qui fait qu'il y a des contrôles. Les contrôles du gouvernement par les représentants du peuple qui sont issus du Parlement, et les contrôles du chef de l'État sur base de son programme de gouvernement qui a fait qu'il soit élu par le peuple lui-même. Et la conséquence est la suivante: lorsque vous ne parvenez pas à convaincre par la gouvernance, la contrepartie c'est laquelle? C'est que lorsque vous venez pour être élu pour la deuxième fois, le peuple pourra soit vous retirer sa confiance. Et pourquoi est-ce que le chef de l'État n'a pas à se plaindre? Il nomme et démet de leurs fonctions les membres du gouvernement qui sont appelés à exécuter sa vision de la gouvernance. Ce qui fait que si... Il n'a aucun pouvoir de démettre un Premier ministre. Non mais écoutez, je suis en train d'aller. Il nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Le Premier ministre peut démissionner, tout ce qui va bien. Ça c'est connu. Mais le chef de l'État détient l'épée de Damoclès autour du membre du gouvernement, pas c'est lui qui nomme le membre du gouvernement. Il nomme le Premier ministre. Mais l'autre problématique en termes de gouvernance, en termes de territorialité, c'est aussi cette question des gouverneurs qui sont élus par province et surtout que nous avons des provinces issues du démembrement. Ne voyez-vous pas que, par exemple, les démembrements des provinces étaient une forme de tribalisme institutionnalisé? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un gouverneur du Nord Kivu issu par exemple du Congo central. Et que pour être gouverneur du Maniema, il faudrait nécessairement être le fils du Maniema. Voilà. Et aussi, il y a une disparité en termes de fonctionnement entre les gouverneurs et les bourgmestres. Les bourgmestres sont nommés sur ordonnance présidentielle, mais les gouverneurs sont élus par les assemblées provinciales. Mais en termes de gestion, il se pose un problème de l'exécution de la vision, surtout des entités. Je donne le cas, par exemple, de la ville de Kinshasa. Vous avez un Daniel Bumba qui est élu au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais au niveau de l'implémentation de sa vision auprès des entités communales, il se pose un problème, surtout lorsque, par exemple, Bumba croise des bourgmestres qui ne sont pas affiliés à sa vision. Les problèmes, c'est à quel niveau? Les gens oublient parfois la récente histoire du pays. On a connu un État fortement centralisé à l'époque de Mobutu. La conséquence était laquelle? La division. Parce que chacune des entités pensait que c'est le pouvoir central qui avait l'impulsion sur tout. Or, qui dit pouvoir central voit les centres névralgiques des décisions sur la vie quotidienne de la population. Exactement. Lorsque nous sommes venus à l'époque de Mouzé, un État fortement centralisé, la conséquence, on a créé un dictateur. Je vous rappelle en même temps que lorsque Mobutu a débuté ses consultations, parmi les recommandations que la population faisait à Mobutu, il parlait également du sous-développement des entités. Pourquoi? Parce que on regardait les Zaïre que sous l'orbite de Kinshasa. Alors qu'il fallait également développer d'autres entités. Et on en a discuté autour de cette constitution. Ceux qui ont lu les travaux préparatoires, ils vous diront qu'il y avait des courants. De ceux qui pensaient qu'il fallait mettre un État fédéral, et d'autres qui pensaient qu'il fallait mettre un État fortement centralisé. L'État unité, centralisé. Alors, les gens se sont dit quoi? Voilà. Nous sommes divisés. Il faut trouver un consensus. Il faut non plus prendre l'État fédéral parce qu'il y a un risque de balkanisation au vu des agressions que nous subissons régulièrement. Donc il faut prendre une forme hybride qui prend les aspects de l'État fédéral et les aspects de l'État unitaire décentralisé. C'est comme ça qu'on a créé le régionalisme, l'État régional. Pourquoi? Parce que la décentralisation dans sa logique matricielle vise le développement des entités. Les problèmes ne se posent pas autour du mécanisme en soi. Les problèmes se posent autour des animateurs de ces mécanismes-là. Vous avez parlé de gouverneurs qui doivent être issus uniquement de ces provinces-là. Est-ce que Mobutu, pour imposer qu'il y ait de gouverneurs d'autres provinces dans certaines provinces, fallait-il changer la constitution à son époque? Non, ce n'était pas prévu dans la constitution. Même au niveau de la politique, les chefs de l'État détiennent la majorité absolue dans toutes les institutions. Il peut se dire que non, comme c'est nous l'Union sacrée qui gouvernons le pays, on ne peut pas avoir un gouverneur d'une province originaire de cette province-là. À chaque fois que vous allez présenter un candidat gouverneur, il doit être ici d'une autre province. C'est clair.
On peut même les mettre dans la loi électorale. C'est trop simple. C'est pas pour autant qu'il faut changer la Constitution pour consacrer cet aspect-là. Le problème ici, ce n'est pas au niveau de mécanismes, c'est un problème au niveau des individus qui sont appelés à appliquer ces mécanismes-là. Je suis tenté de dire que depuis 2006 jusqu'à ce jour, cette constitution n'a été comprise qu'à 10% par les acteurs politiques du pays. On n'a pas encore, exactement, on n'a pas encore inculqué la culture constitutionnelle dans le chef des acteurs politiques de ces pays. C'est comme ça que chaque fois qu'une personne gère mal les pays, son ciel à Libye, c'est quoi? La constitution. Lorsque vous gérez mal les pays, c'est la constitution. Alors que les gens ne parviennent pas à nous montrer noir sur blanc, c'est que la décentralisation pose comme problème. La décentralisation vise quoi? Le développement des entités. Vous prenez quelqu'un d'un parti politique qui n'a aucune ambition politique, qui n'a aucun programme de gouvernance, vous en faites un gouverneur. Vous attendez quoi de lui? Donc, tout part des partis politiques. Est-ce qu'on peut pas, on prépare les gens à devenir des gouvernants? Est-ce qu'on présente les gens de la situation? Chaque fois qu'il faut nommer un ministre et qu'on demande au président d'un parti politique de sortir un nom, est-ce qu'il s'en tient à la compétence de ses membres ou aux affinités? C'est souvent les affinités. Alors, si c'est les affinités, est-ce que le problème c'est à la structure ou le problème c'est aux personnes qui doivent gérer le pays? Donc, moi, je pense que ma réflexion me pousse plutôt à voir les partis politiques en lieu place de l'État en soi. Si la vie démocratique du Congo est au rabais jusqu'à présent, ce n'est pas par rapport au fait que l'État pose problème ou la Constitution. C'est parce que le parti politique pose problème. Mais ne voyez-vous pas que les régionalismes nous régressent un tout petit peu? Non, les régionalismes avaient pour du point de vue sociologique et anthropologique, peut-être du point de vue politique, il y avait des solutions. Vous avez pu étaler ici ce qui a été fait lors des travaux préparatoires de cette constitution. Mais du point de vue, est-ce que l'aspect sociologique et anthropologique a été pris en compte? Parce qu'aujourd'hui, comme on vous le dit, ce système de tribalisme est caché sous l'idéal du régionalisme ou d'un État fortement décentralisé, inquiète beaucoup plus d'un. Aujourd'hui, ça fait presque déjà 20 ans que nous avons des gouverneurs originaires de ces entités-là, mais qui n'arrivent même pas à développer leurs entités. Pour preuve, le PDS 145 territoires peine à fonctionner. Nous avons la Caisse nationale de péréquation, jusqu'à présent non opérationnalisée. Le développement des entités pose problème. Ne voyez-vous pas qu'il faudrait repenser cette décentralisation de notre territorial en vue d'optimiser, même si les questions de tendance politique peuvent intervenir après, mais qu'on puisse d'abord rendre dynamique cette gestion de la territoriale à partir peut-être des nouvelles lois qui peuvent nous aider justement à... Parce que vous savez, les partis politiques fonctionneront toujours de la même manière tant qu'ils sont à la recherche du pouvoir. Ils utiliseront toutes les voies nécessaires pour s'accrocher au pouvoir. Exactement. Mais ce sont les institutions qui doivent être de plus en plus fortes pour répondre, pour contraindre les partis politiques à se soumettre à l'architecture de l'État. Voilà, je pense que déjà, vous n'avez pas à vous inquiéter si vous évoquez ces problèmes-là en parlant de la Constitution, parce qu'il y a une loi sur la libre administration des provinces qui peut être révisitée dans ce sens-là. Mais moi, je vais plus loin. Vous voyez le problème qui est dans un aspect. Le problème est global. Dans notre pays, il y a un savant congolais qu'on appelle Jacques Njoli. Il est actuellement rapporteur à l'Assemblée nationale. Exactement. Il a parlé dans son livre du droit constitutionnel congolais, Expérience congolaise, il a parlé du dualisme dissolvant. Lorsque un acteur politique de notre pays débarque dans la gestion, il est toujours confronté à des réalités. Satisfaire sa tribu et satisfaire l'État. Et souvent, les intérêts de la tribu prennent de l'ascension sur les intérêts de la République. C'est comme ça que l'aspect que vous évoquez pour le province, vous devez d'ailleurs l'évoquer pour l'État en son entièreté, parce que même pour les comptes du chef de l'État, je ne parle pas que de l'actuel chef de l'État, même à l'époque de Kabila, lorsqu'on parlait de Kabila, les Swahili étaient assez forts dans ces pays. C'est une évidence. Lorsqu'on parlait de Mobutu, le Bangala a été extrêmement fort dans ces pays. Lorsqu'on parle des Tshisekedi actuels, les Baluba, dans une certaine mesure, sont assez forts. Pourquoi? Parce que dans notre pays, les acteurs politiques sont au carrefour entre satisfaire le pays ou satisfaire sa tribu. Et maintenant, pour changer la tendance dans ces niveaux-là, ce n'est pas au niveau des institutions, c'est au niveau du peuple. Pourquoi je le dis? Parce que les bastions des acteurs politiques de notre pays au niveau électoral sont des bastions
tribalo-ethnique. Lorsque vous êtes candidat à président de la République, on vous dira il faut d'abord vous ancrer dans votre province. Quand la population apprendra à se choisir des dirigeants, non pas par appartenance ethnique, mais par un programme, ces problèmes seront résolus. Là, je vous dis, mais tant que le chef de l'État saura que si je suis chef d'État, à 90% ma tribu m'a soutenu, il sera redevable vers sa tribu. Même si vous dites que non, il faut mettre des mécanismes au niveau institutionnel, lorsqu'il sera élu, il va d'abord nommer les membres de sa tribu parce qu'il se verra redevable envers eux. Mais même avec cette configuration actuelle, avec la configuration actuelle des gouverneurs, le gouverneur du Lualaba qui est élu simplement au niveau du Lualaba, on renforce simplement cet aspect. Mais là, les problèmes, voilà pourquoi moi je suis partisan. Je suis partisan. À quel niveau? On maintient les régionalismes. Modifier la loi sur le parti politique, d'abord. De deux, il faudrait que le peuple prenne conscience. C'est un travail, je vous dis, qui peut nous prendre pratiquement plus de 20 ans pour faire comprendre aux Congolais que lorsqu'une personne débarque au pouvoir, c'est pour vous servir et non être votre chef. Et comment y parvenir? Il faut diminuer les avantages pour les acteurs politiques afin de décourager foncièrement les gens à faire la politique. Comme ça, les gens qui viendront en politique viendront par idéal. Et lorsqu'on vient par idéal, on va implémenter des programmes politiques qui seront votés par la population. Vous savez pourquoi le peuple a une tendance de toujours se voir dans un politicien ou se voir dans la politique? C'est parce que on a appauvrit les peuples, c'est ça la démocratie africaine, pour rendre riches les politiques. Et les politiques ont quelle tendance à distribuer des petites richesses au peuple. Or, lorsqu'on vous distribue ces petites richesses-là, on est en train de faire de vous des esclaves qui auront pour mission de ne voir leurs problèmes qu'à l'orbite du politicien. Une sorte de féodalité. Exactement. Politique. Et alors, cette féodalité-là va entraîner comme conséquence que vous ne me lisez pas parce que j'ai un programme, vous me lisez d'abord parce que si je suis de ta tribu, je vais te donner des faveurs. Vous me lisez également parce que si j'ai l'argent, je vais te donner l'argent. Le système des régimes. Voilà. C'est ça la démocratie à l'africaine. Mais si on change la balance et que le peuple, lorsqu'il entreprend, il a l'argent. Lorsqu'il est professeur, il est payé 10 000 $ et que les députés payent par exemple 3 000 $. Lorsqu'il enseigne à l'école primaire, il est payé 1 000 $ et que l'assistant parlementaire par exemple est payé 300 $, 400 $. Même l'assistant parlementaire va se dire quoi, j'ai fait la fac, je devais être professeur d'université, je suis payé 10 000 $ et je sers la République en étant professeur d'université. Et que le politique, lui, n'aura plus d'argent pour rendre le peuple dans une certaine servitude. C'est ça, à ce niveau-là, qu'on pourra renverser la balance. Or, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le système actuel est composé des gens qui savent que si ces peuples-là parviennent à avoir beaucoup de droits, il va en demander encore plus. Je vous prends le cas des Kadhafi. Là, on dirige sa population, et la population en voulait encore plus. Et en renversant Kadhafi, ils sont rentrés à la case de départ. Et d'ailleurs, pire qu'ils n'ont été avant. Dans un pays où les étudiants avaient des jeeps à eux, personnels, on se retrouve où chaque jour il y a des rébellions qui naissent. Vous voyez un peu le cycle infernal dans lequel la Libye se trouve? C'est ça le problème. Mais là, ici, dans notre pays, le système est tel que il faut maintenir la population dans une pauvreté sempiternelle. Les petits pauvres là, qui entrent dans le système, il faut les laver le cerveau. Pour qu'ils comprennent qui est l'auteur de ce système-là? L'auteur de ce système? Qui est le précurseur de ce système? C'est la classe politique. Et cette classe politique-là, il faut comprendre que quand on parle de la classe politique, ce n'est pas question de période, c'est question d'idéologie. Quand on parle d'une classe politique, au-delà des individus, il faut d'abord voir l'idéologie de cette classe-là. L'idéologie qui est née en 60. Elle a été pérennisée jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que quand vous y entrez, on vous lave le cerveau, vous faites entrer en vous la même idéologie et vous constituez la classe qui a été créée depuis 60. Nous l'avons vu au cours de l'histoire, beaucoup de jeunes qui étaient très ambitieux, qui parlaient autant que vous, mais une fois dans la gestion, ils oublient le peuple facilement. Mais là, moi, je pars plus loin. Je pense que ces problèmes ici, ce n'est pas à avoir ça dans l'orbite de l'indépendance, c'est à avoir dans l'orbite de la colonisation. Lorsque les colons débarquent, le premier réflexe du colon, c'est la division. Je parle de la colonisation dans la région romano-germanique, le belge, les Allemands, ainsi que le français et consorts. Lorsque eux débarquent pour coloniser un pays, leur logique c'est de diviser d'abord. Alors que les anglo-saxons, c'est pas forcément ça. C'est comme ça que vous allez comprendre que dans les colonies françaises, les colonies belges, il y avait une partie de Belges, une partie de colonisés.
Et souvent, le Belge était plus avantageux autour de la gestion. Ils avaient beaucoup d'argent par rapport aux Congolais. C'est comme ça que les politiques congolais, qu'on avait appelés autrefois immatriculés, a adapté également la conception de la gestion par rapport à ces colons. Voilà, parce qu'il a appris la politique du colon. Donc ils ont créé leur cercle. Voilà, il a compris que les colons, pour lui, il fallait qu'il y ait toujours deux branches. Entre le riche et les pauvres. Entre les dirigeants et les dirigés. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait être riche que les dirigés. Disons, les dirigeants, c'est-à-dire le Belge. Et on a pérennisé ce système-là dans les temps. C'est comme ça que quand on débarque, d'abord les intellectuels congolais ne se battaient pas pour les Congolais. D'abord pour eux. Ils sont partis à la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont rendus compte que non, on est capable de se battre également. On a tué beaucoup de Allemands. On a libéré le Rwanda ici. On a libéré l'Éthiopie. Avec la guerre des Sayo et des Gambela. Exactement. On a libéré l'Éthiopie. Alors ils se sont rendus compte que voilà, on est assez fort. Et en débarquant ici, ils se sont dit que non, on a les mêmes niveaux. D'où il faut qu'on puisse nous octroyer des avantages. Alors, s'ils se battaient pour les Congolais, ils allaient dire que non, il faut qu'on octroie les avantages aux Congolais. Non! C'est comme ça qu'ils se sont battus pour qu'on puisse leur donner les statuts désévolués. D'ailleurs, les Belges leur disaient, est-ce qu'ils sont évolués ou sont-ils en voie de l'évolution? D'autres parlaient des évoluants. Et par après, on a parlé des immatriculés. Donc, c'était un combat d'abord pour les intellectuels congolais qui voulaient avoir le même traitement que le Belge. Très bien. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le système est pérennisé tel que la classe politique veut que le peuple reste pauvre pour que lui puisse maintenir ce peuple-là dans la gouvernance et les gérer comme tel. Et il y aura toujours cette tendance-là où vous avez les gouvernants riches et le peuple pauvre. Comment le changer la balance? Donc, vous êtes d'accord avec Nathanaël Onokomba, il faudrait vraiment changer ce système. Exactement, parce que le combat contre le système, ce n'est pas un combat contre l'individu. C'est un combat contre les pratiques qui sont pérennisées dans le temps, contre le pays. Alors, changer le système commence également par changer la conception de la politique par le peuple. Je parle plus loin par rapport au combat de mon frère Nathanaël. Parce que quand vous parlez du système, c'est comme si vous pensez que si on changeait le système, le peuple va s'adapter facilement. Il faut que le peuple comprenne que le système tel que vous l'avez compris n'est pas un bon système. Et que le système qui est meilleur, c'est celui qui doit être implémenté. Je vous donne une preuve. Je prends la France. Lorsque François Hollande débarque, il ramène une expression. Un président normal. Il prend le métro, il fait ceci. Aussitôt, c'est les mêmes Français qui se sont insurgés contre lui. Pour dire que nous nous sommes habitués avec l'aristocratie. La normalité n'est pas française. Et donc, si aujourd'hui on ramène un nouveau système sans que les peuples ne comprennent ce système-là, on aura en face de nous le même peuple qui veut du changement. Très bien. Donc il faut commencer d'abord par une prise de conscience. C'est quoi les Congos que nous voulons demain? Voilà le système qui doit être implémenté. Et quand on aura compris cela, ça nous permettra maintenant de facilement changer le système. C'est vraiment un grand travail qui doit être fait dans le temps. C'est vraiment un très grand travail. On ne peut pas changer un système dans pratiquement 5 ans. Il faut des projections à pratiquement 50 ans, 100 ans. Et ça va bénéficier aux générations futures. Très bien, très bien. Maître Enoch Manoka, nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. Mais bien avant cela, on aimerait montrer à nos téléspectateurs 2 images qui représentent le passé et le présent. On parle de 2 dirigeants de notre pays, Mobutu Sese Seko, Joseph Désiré Mobutu et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous verrez leurs 2 images, même tenues, mais 2 générations différentes. Et ce sera autour de cette image que nous allons justement conclure cette émission. Enoch Manoka, Mobutu du passé, toque de léopard, veste en tissu de léopard. On voit Tshisekedi lors de la réception des léopards, habillé en tenue de léopard, dans un milieu où on brandit un texte légendaire, tout droitine à 3. Ne voyez-vous pas derrière cette psychose vestimentaire l'idéal de quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir? Merci de la question. Je pense que les compatriotes qui vont nous suivre doivent comprendre qu'on est en train d'analyser les non-dits de la communication du chef de l'État. Parce qu'on va vous dire par exemple que non, est-ce qu'il a dit qu'il va être là?
Il faut comprendre d'abord une chose. Tshisekedi est un Moboutiste. Il faut qu'on se mette d'accord sur ces points-là. Parce que le président de l'UDPS, le premier président, Etienne Tshisekedi, est parmi les créateurs du Moboutisme comme philosophie politique. Et donc, l'UDPS, en tant que formation politique, ses membres sont, par ricochet, des Moboutistes. On peut les dire tacites. Alors, lorsque vous voyez le chef de l'État s'habiller en Moboutiste, dans une activité où on attribue une victoire à sa gloire, où on dit que si les léopards se sont qualifiés, c'est parce que lui, il est chef d'État. Et que vous avez des pancartes où on écrit tout droit, Tina 3, et que lui porte la toque du léopard, les non-dits communicationnels, et qu'il veut vous dire que je suis le nouveau léopard qui va, des chefs, se pérenniser au pouvoir avec la tendance, s'il faut le dire, parce que quand on veut imiter une personne, il faut imiter le bon, prendre les actifs et les passifs. On sait que du temps de Mobutu, les caisses de l'État étaient dépouillées de ses ressources, c'est le cas avec Tshisekedi. Du temps de Mobutu, il y avait l'intolérance politique, c'est le cas avec Tshisekedi. Du temps de Mobutu, il y avait la dictature à outrance, c'est le cas de Tshisekedi. Je vais prendre une autre analyse. Vous savez, la chute des acteurs politiques de mon pays, qui plus est, le chef d'État de mon pays, est l'émanation en grande partie de leurs collaborateurs respectifs. Ceux qui ont créé la division entre Lumumba et Kasavubu, ce sont les conseillers belges, qui en même temps conseillé Kasavubu, pour lui dire que non, celui-là est avec les gens de l'Union soviétique, et qui venait également auprès de Kasavubu pour lui dire que non, la loi fondamentale te donne le pouvoir qui puisse te permettre de démettre le président de la République. Ceux qui conseillaient Mobutu, ce sont ceux qui ont fait en sorte que Mobutu puisse chiter. Parce qu'à chaque fois que Mobutu était confronté à des réformes, il y avait ses collaborateurs qui venaient pour lui dire que non, Mokondi, je suis en train d'échanger. Si vous lisez ainsi sur l'éclat de Ngwana, il vous dira qu'il y a des gens comme Zouzou Wamombo qui plairaient parce que les maréchals voulaient se démocratiser. Lorsqu'il avait son discours du 24 avril pour dire que non, on va s'ouvrir au pluralisme politique, c'est le même Moboutiste qui ont dit au chef de l'État que voilà, ce que vous êtes en train de faire va précéder votre chute. Et ça lui a ramené à la chute. Le fait qu'il n'a pas voulu, c'est incrusté dans le changement qu'il avait voulu. Kabila le père a été trahi par ses collaborateurs. Ceux qui lui disaient que non, ne parle pas avec l'opposition, ne parle pas avec Tshisekedi et consorts. Kabila le fils également. Si nous en sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des collaborateurs qui ont prétendument travaillé avec lui, qui ont traversé vers l'Union sacrée, qui parlaient aux oreilles de Kabila et qui parlent aux oreilles de Tshisekedi. Si le président de la République ne comprend pas la récente histoire du pays, il risquera de répéter l'histoire que moi je ne veux pas qu'il répète. L'histoire de la chute de nos chefs d'État. Il doit être le centre névralgique de la gouvernance du pays. Et non subir les conseils de ceux qui ont conseillé Kabila hier et lesquels conseils ont ramené Kabila à la chute. Figurez-vous aujourd'hui si Kabila avait accepté de rester tel et de suivre le principe démocratique. On n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau. Et donc, moi, je vous dirais tout simplement que nous avons toutes les preuves tangibles que le chef de l'État veut se maintenir au pouvoir. Mais lui-même ne s'est jamais déclaré sur cette question. Il n'a jamais dit que... Je vous prends une expression. On dit en français, qui ne dit mot, consent. Lorsque le chef de l'État se retrouve en face des actions pareilles, où on écrit tout droit Tina 3, où on dit Fachi Beton, tout droit Tina 3 par un ministre de la République démocratique du Congo, et que lui ne dit pas que non, je respecterai la Constitution. Qu'est-ce que vous voulez encore avoir comme preuve? Parce que Kabila, à son époque, que les propos du ministre n'engagent le ministre. Nous l'avons vu à l'époque de Kabila, Kinke Mulumba, qui disait... Il avait quel poste à l'époque, quand il disait ça? Ici, on parle de qui? D'un ministre d'État. Le ministre d'État fait partie du conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Est-ce que là-bas, il y avait des officiels de la République démocratique du Congo? Et donc, quand le ministre prend parole devant le chef de l'État et vous dit tout droit Tina 3,
et que le chef vous dit non, il ne dit rien. Donc, on est à même d'appliquer l'expression qui ne dit mot consent. Et que donc, lorsque Boudimbo est en train de répéter cette phrase-là, ça prouve à suffisance que Boudimbo est en train de nous faire croire qu'il partagerait les avis. Excusez-moi, le chef de l'État est en train de nous faire croire qu'il partagerait les avis de ceux qui pensent que nous devions changer la Constitution pour qu'il reste au pouvoir éternellement. Donc, d'après vous, Boudimbo n'a fait que exprimer ce que le chef pense sur la gestion de la RDC. Les preuves sont là, monsieur le journaliste. Tout droit à 3 écrit dans de pancartes. Les ministres étaient présents. La première ministre était présente. Et pire encore, vous savez que le chef de l'État a raté une opportunité d'unifier le pays. Avec cette victoire des Léopards. Est-ce que vous le savez? Je vous prends une jurisprudence. Lorsque la Côte d'Ivoire était divisée à l'époque, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo de l'autre côté, c'est par l'entremise de l'équipe ivoirienne avec Didier Drogba que l'État s'était unifié. Je vous rappelle même qu'ils avaient joué un match de football dans un espace neutre pour imposer aux acteurs politiques de l'époque de pouvoir signer. Alors, prenons une sorte de scénario. Sassel Bemba, en tant que capitaine de l'équipe, prend l'équipe nationale, on demande l'avion de l'ONU. On les ramène à l'est du pays. Ils partent également festoyer avec les gens de là, pour leur dire également que nous formons une seule nation. C'est une seule république. Il est temps de faire l'unité entre nous, parce que ceux qui subissent les répercussions de cette guerre, ce sont nos frères et sœurs du pays. Vous savez ce que ça allait donner comme répercussion? Ça pouvait nous ramener vers une unité. Mais ici, au lieu de profiter d'une telle victoire, parce que vous avez vu les compatriotes de l'Est du pays festoyer. Est-ce que vous avez vu ils sont sortis, même tout le monde au niveau de Bukavu, c'est une preuve que nous sommes tous Congolais, nous faisons partie de la même patrie. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, vous avez suivi une dame lors de cette festivité en train de chanter en disant non, donc, dans une activité qui passe à la RTNC, vous avez une personne qui vous dit, vous à l'est du pays, vous pouvez mourir comme vous voulez. Ici, nous chantons pour les léopards. Vous avez le capitaine de l'équipe, Chancel Bemba, qui vous dit merci à la première dame. Et moi, en tant que compatriote... Vous voyez même la maman d'Axel Tonzebe qui dit que... Azaya Tchopoté. Mais écoutez, vous voyez dans quel état nous sommes? Vous dites que non, merci à la première dame. Qu'est-ce que la première dame représente dans la gestion de l'État? Nous parlons ici de la victoire de l'équipe nationale, qui est une équipe de tous les Congolais, et qui a subi les actions politiques du gouvernement, ainsi que de toutes les institutions. Mais vous remerciez la première dame. Alors qu'ici, nous parlons de l'officialité. Enoch Manoka félicite quand même le gouvernement. Je félicite, exactement. Je félicite le gouvernement et non les individus. Parce que, mais s'il vous plaît, ici... mais ce gouvernement est géré par ces individus qui ne partagent pas la même... Quand on parle de l'État, on parle d'abord des institutions du pays, qui représentent la population par l'entremise de ceux qui gouvernent les institutions. Mais quand on parle de la mégestion, on cible directement ceux qui gèrent le... Non, mais la mégestion également, quand je dis que le chef de l'État gère mal le pays, je ne dis pas Félix-Antoine Tshilombo. Je parle de la casquette du chef de l'État qu'il porte. Parce que si j'enlevais cette casquette-là, je ne dirais pas que Tshisekedi gère mal le pays. Mais c'est cette casquette-là qui fait en sorte que je dise qu'il gère mal le pays. Et donc, moi, je suis de ceux qui félicitent le gouvernement par rapport aux efforts fournis pour le compte de nos léopards. Mais je suis contre la politisation de la victoire de nos léopards parce qu'ici, on a pris la force du progrès pour nous donner l'impression que ici, on a gagné parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Non, on a gagné parce qu'il y avait 100 millions de Congolais, y compris Fayoulou, Cessang et tout le reste, qui ont chanté, qui ont à l'unisson soutenu nos léopards. C'est pas parce qu'il y a eu l'UPS au pouvoir, non. C'est parce que nous tous, on a compris, on parle du 13e homme du terrain. Nous avons chanté pour le léopard. Qui n'est pas sorti dans la rue pour aller chanter pour le léopard? Et moi, ici, quand je parle de la première dame, je vois l'officialité. Quand on parle des questions d'État, ça fait intervenir l'officialité. Et qui est officiel? C'est celui qui porte un mandat politique, qui a des fonctions politique. Et la première dame n'a pas une fonction politique. Elle ne représente pas une institution du pays. Et donc on ne peut pas évoquer sa personne pour la marier avec la victoire de nos léopards. Ça ne tient pas. Alors, Enoch Manoka, nous sommes arrivés à la fin de
de ce plateau. Le sujet était tellement intéressant. Nous avons arboré justement l'arbre historique de notre pays, surtout sur cette question de la Constitution. C'est ça les mal avec votre émission. Vous me poussez toujours à aller dans des réflexions que je garde pour moi-même. C'est ça les mal. L'essentiel pour nous, c'est d'obtenir la matière. C'est ça les mal. Alors, une dernière question pour boucler justement ce plateau. Aujourd'hui, si le dialogue est organisé par le pouvoir en place tout en excluant ceux qui détiennent les armes dans la partie orientale du pays, allez-vous participer à ce dialogue? Voilà, moi, le problème, ce n'est pas la configuration du dialogue. Le problème, c'est la solution face à un problème. Or, on sait qu'on ne saura pas trouver une solution au problème qui se passe dans notre pays, c'est-à-dire la crise à l'est du pays, tant qu'on n'aura pas également mis sur la table des négociations ceux qui font partie de cette agression. Alors, moi, je suis d'ailleurs dans une autre configuration. Nous sommes partis à Washington parce que on devait se mettre d'accord contre le Rwanda, ce qui a été fait. Nous partons à Doha pour discuter avec le rebelle. Moi, j'aurais aimé que le chef de l'État dise que pour Paul Kagame, il nous a renseigné au regard de son interview que pour lui, les mesures défensives, ils sous-entendent qu'ils doivent donner des matériels, ils doivent donner des militaires pour défendre une prétendue agression par les FDLR. Alors si aujourd'hui, les Nanga et consorts quittaient l'agression rwandaise, Paul Kagame n'aura plus des gens sur qui s'arc-bouter pour implémenter des mesures défensives. À ce moment-là, il n'aura qu'une seule condition: retirer de ses troupes de la République démocratique du Congo. Et que les Nanga venaient ici, on peut discuter en congolais. Et si Paul Kagame s'est entêté, là, en ce moment-là, il y a un sursaut patriotique, on va mater cette histoire-là. Parce que Kagame n'est rien sans un Congolais. Mais Kagame, pour trouver les prétextes... le premier dialogue qui devrait être organisé pour traiter la question de l'agression rwandaise? Monsieur Bachala, le problème, c'est que ce n'est pas parce que la nourriture a été mal préparée une fois qu'elle est mauvaise. Vous ne me direz pas que le foufou, quand on dit en lingala, foufou yaroteba, quand une dame prépare le foufou yaroteba, cela ne fait pas du foufou un aliment mauvais. C'est parce qu'il y a eu une personne qui a mal préparé les foufous et que vous avez goûté ces foufous-là. Mais le dialogue n'est pas non plus mauvais parce qu'il n'a pas été bien utilisé d'antan. Mais par contre, ce serait à nous de nous inspirer de ce qui s'est passé à l'époque pour qu'on puisse faire un dialogue très bien. Pensez-vous que Tshisekedi est le bon cuisinier du nouveau dialogue qui doit venir? Est-ce que lui peut être cuisinier alors que lui-même fait partie des parties prenantes de ces dialogues? Mais il est le chef de l'État. Non, mais écoutez, nous parlons d'un médiateur, il n'est pas médiateur. La cuisine sera faite par le médiateur, ceux qui sont appelés à réunir les différentes parties prenantes, réunir les vues, les avis des uns et des autres, pour qu'on puisse parvenir à un consensus. C'est à eux de prendre les ingrédients de l'union sacrée, mais les ingrédients de l'opposition. Ces rythmes exagérés, ces rythmes... le problème, monsieur... Qui ressassent des dialogues, des concertations, ne font que reculer. Où se situe la structure de l'État? Les problèmes sur le niveau de tout moment, vous avez déjà une constitution, les institutions, et que les acteurs politiques, ceux de l'opposition, de la majorité, société civile, doivent se mettre encore autour d'une table. Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de retarder un peu la structure de l'État? Le problème, ce n'est pas les dialogues. Le problème, c'est les garanties qui sous-tendent l'après-dialogue. Lorsque vous nous entendez aujourd'hui parler du dialogue, c'est parce qu'on a des gens qui sont incompétents à la tête du pays. Pourquoi je l'ai dit? Mais ils doivent être sanctionnés par les élections et non par le dialogue. Non, je ne veux pas dire que le dialogue est une sanction, non. Le dialogue est une solution à une crise. Pourquoi je le dis? Nous sommes peuple. On a élu nos représentants qui ont pour mission de nous sécuriser. L'opposition politique n'a pas pour mission de sécuriser les Congolais. L'opposition a pour mission de critiquer la gouvernance du chef de l'État et d'apporter des propositions. C'est ce que nous avons... Parlons-en un peu parce que... Je vais en venir. Laissez-moi d'abord laver cette histoire-là. Oui. Et apporter des propositions. Alors, nous sommes dans un cadre où vous avez un État défaillant qui est face à une crise sécuritaire et ne parvient pas à mater la crise. Or, dans notre émission de l'opposition, nous avons également pour rôle d'apporter des propositions. Nous apportons les dialogues comme proposition face à une crise dont le gouvernement est dans l'incompétence de résoudre. Donc les dialogues ici, il ne faut pas les prendre comme si les gens veulent se réunir. Non, on a vu un problème. Et les gens qui gouvernent le pays
sont dans l'incompétence de le faire. Alors, nous, opposition, on vous dit, bon, voilà, au vu du contexte actuel, on peut vous proposer telle solution pour endiguer cette crise. C'est pas parce que nous voulons du dialogue. Sinon, on aurait dû laisser les chefs de l'État continuer ainsi. Mais et c'est pas ce mandat carrément, et puis vous venez en 2028. Déjà, la conséquence serait laquelle? Oui. Puisque nous aurons le pouvoir en 2028. On ne voudrait pas que on ne soit pas voté par les gens, plus de 10 millions de Congolais à l'est du pays. Ça ne peut pas passer. On veut avoir une bonne légitimité, nous, opposition. C'est comme ça qu'on s'est dit non. À ce stade ici, il reste pratiquement 2 ans chef de l'État. On ne peut pas accepter que on puisse rester dans cette statu quo. Il faut que la crise cesse. Est-ce qu'aujourd'hui, Joseph Kabila est votre leader de l'opposition? Joseph Kabila, si on le prend comme étant... C'est lui le leader principal de l'opposition. L'opposition, écoutez, lorsqu'on parle d'ancrage de leadership, lorsqu'on parle de l'opposition politique, face au pouvoir, la loi portant statut de l'opposition vous dit l'opposition politique est constituée des partis politiques et des regroupements politiques qui ne prennent pas part à l'action de l'exécutif. Lorsque vous parlez de leadership politique, cela est à voir sous les jougs de partis politiques. Joseph Kabila est leader du FCC, leader de Sauvons le Congo et non leader de l'opposition, parce que dans l'opposition en général, ce sont les différentes forces qui se réunissent. Et jusqu'à preuve du contraire, mais on n'a pas encore... il y a aussi un degré de force, il y a un degré de force. Ça, je ne sais pas si vous avez fait les sondages pour dire que non, Kabila a plus de force par rapport aux autres. Jusqu'à présent... Aujourd'hui, quel est cet opposant qui a plus d'ancrage que Écoutez, jusqu'à présent, si je vous donnais, apportez-moi une preuve qui atteste en termes de sondage que Kabila a plus d'ancrage que les autres, vous serez en juste ces interventions. Alors moi je suis par contre... Prenons les cas par exemple d'un Fayoulou, d'un Katumbi qui tient un point de poste ou d'un Délice Sanga et d'un Kabila qui doit s'exprimer. Écoutez, Kabila, il faut pas les prendre seulement sous le joug de l'opposition. Il faut les prendre sous le joug d'un ancien chef d'État qui a géré pendant 18 ans la République démocratique du Congo. Déjà, si on enlève la casquette d'opposant, Kabila en tant que chef d'État lorsqu'il parle... il est toujours en fumée. Voilà. Donc ça, sur ce point-là, ce n'est même pas à prendre sous le joug de l'opposition. Mais quand vous parlez du leadership de l'opposition, ça implique beaucoup de choses. Parce que comme on prend l'opposition comme corps, ça implique le fait qu'il y a les partis politiques, les mouvements politiques qui reconnaissent le leadership d'un tel dirigeant qui peut conduire l'opposition politique. Or, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu une telle assise qui confère ce leadership-là à Kabila. Avec le mouvement... Mais avec une précision, s'il vous plaît. Beaucoup d'acteurs majeurs de l'opposition congolaise sont allés de l'autre côté, réunis autour des autres. Il est venu en dernier. Il est venu en dernier, c'est-à-dire que c'était lui le maître des Non, Sauvons le Congo n'est pas l'opposition politique. Je suis en train de me répéter. Mais c'est un bloc qui se trouve dans l'opposition. L'opposition est constituée des partis politiques et des regroupements de partis politiques qui ne prennent pas part à l'action de l'exécutif. Là-bas, ce n'est même pas un regroupement de partis politiques. C'était une structure créée pour régler un problème. Mais il y avait des responsables des partis politiques. Bien sûr que oui. Maintenant, ici, je ne suis pas dans cette logique-là de dire que non, c'était toute l'opposition parce que Fayoulou n'était pas là. Moïse Katoum n'était non plus là. Délice Sanga n'était pas là. Donc, ce n'était pas toute l'opposition. Donc, sur ce point-là, on ne peut pas prendre ça comme prototype et dire que non, puisque les acteurs politiques s'étaient réunis là-bas, c'est toute l'opposition. Non. Mais également, il faut enlever le fait qu'il existerait une opposition militaire dans ce pays. Il n'y a qu'une seule opposition dans laquelle se reconnaissent les partis politiques, les regroupements politiques. L'AFC M23 en tant qu'un groupe rebelle ne fait pas partie de l'opposition politique. Ça doit être entendu ainsi. Bien que depuis que cette constitution existe, l'opposition congolaise semble de plus en plus effritée au niveau de la représentation nationale et provinciale. Vous le savez vous-même. Non, mais la preuve est que l'AFCC... Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des assemblées provinciales et du Sénat, l'opposition est quasi inexistante. À l'époque, l'FCC qui cédait les manettes du pouvoir était majoritaire. Et donc, il pouvait accepter de faire l'opposition et il serait toujours majoritaire. Et donc, ici, le problème n'est pas au niveau du fait que l'opposition n'est pas majoritaire. C'est au niveau du système électoral du pays. Chaque fois que vous avez un chef d'État au pouvoir, il vous crée. D'ailleurs, en 2023, il y avait eu une élection. C'était une fraude électorale qui a ramené des amis de la Belgique, du Canada, les mouvanciers moboutistes de l'époque, qui ne pensaient plus qu'au... C'était une fraude électorale au moment où un acteur majeur de l'opposition, Martin Fayoulou, a interdit à ses cadres de postuler au moment où lui-même il se rétracte quelques jours avant la présidentielle. Et conséquence logique, durant cette législature, les CIDE n'a aucun député national sénateur. Heureusement que dans votre propos, on peut dénicher que Martin Fayoulou
était dans une incohérence lorsqu'il peut interdire ses partisans de postuler et qu'en même temps lui-même postule. Je prends une seule C'est ça le problème du je vous prends une seule preuve de la fraude électorale, je vous prends une seule preuve de l'illégitimité, de l'irrégularité de cette élection. Ouais. Déjà partant du nombre de jours de l'organisation de l'élection, on vous dit l'élection a débuté à 7 h et finir à 18 h. Et c'est tout. Mais il y avait des contraintes logistiques. Est-ce que dans un État, on est gouverné sur base des contraintes ou sur base de la loi? Parce que lorsque vous posez le principe, vous devez être à même de savoir que voilà, on serait limité aux imprévus. Et que dans un État de droit, on ne se justifie pas quand qu'on viole la loi. Les législateurs congolais avaient prévu cette Mais lisez la loi électorale, c'est clair. En cas d'incident... Non. Écoutez, lorsque les législateurs vous disent qu'on doit organiser les élections dans un délai d'1 jour, et que vous dépassez les délais, vous tombez dans l'irrégularité. Et par voie des conséquences, toutes les voix que vous obtiendrez au-delà du délai imparti par les textes qui fondent votre pouvoir sont des voix acquises par irrégularité et illégalement. Mais ne voyez-vous pas que le législateur n'a pas suffisamment réfléchi? Non, le législateur a été clair. Il n'a pas réfléchi totalement, il n'a pas réfléchi sur tous les aspects qui peuvent... Vous savez comment on élabore la loi électorale? Oui, toutes les parties prenantes. Nous sommes dans un monde en mutation permanente. Aujourd'hui, le changement climatique peut causer des dégâts, des catastrophes qui peuvent bouleverser le déroulement du processus électoral. Et donnez-moi un catastrophe naturelle qui avait prévalu à l'époque, sur base desquelles on avait... Catastrophe naturelle, ce n'est qu'un aspect. Il peut y avoir aussi, par exemple, le piratage de la centrale électorale. Écoutez, il peut aussi faire en sorte qu'on puisse prolonger les jours de vote. Vous pouvez me dire aujourd'hui, s'il faut qu'on parte dans votre logique, que le chef de l'État peut faire encore 5 ans parce qu'il a été buté aux imprévus. Ça ne tient pas comme raisonnement. Pourquoi? Parce que nous sommes sur base de principes démocratiques. La loi électorale est totalement une loi de consensus. Où les acteurs politiques se réunissent, vous savez qu'elle est renouvelée à chaque fois qu'il y a eu une élection, on la modifie. Alors, lorsque nous nous mettons d'accord, tous, en tant qu'acteurs politiques, on organise une élection en une journée. Les chefs de l'État, ils n'étaient pas totalement gouvernants et le gouvernement avait pris des mesures comme quoi on va mettre tout le mécanisme possible pour qu'on puisse respecter la loi. Très bien. Mais là, quand on veut la loi, ça nous donne, nous, l'opposition, de nous dire que voilà, il n'y avait pas élection. Et que donc, celui qui est là, il a fait ce qu'on appelle un coup d'état constitutionnel, il a fait une fraude électorale, et il gère les pays de façon inconstitutionnelle. Très bien, Enoch Manoka. Une dernière question. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi invitait Enoch Manoka dans la... Je n'ai même pas répondu à la question du dialogue, hein. Jusque-là, je vous ai donné les bases. On reviendra sur ça. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi vous invitez dans la gestion de la Respublica, serez-vous d'accord ou pas? Bon, les problèmes dépendent du contexte dans lequel on va se trouver, parce que je crois, comme Sarkozy le dit toujours, lorsqu'on est appelé à gérer les pays, on ne vient pas servir une personne, mais le pays. Et donc, pour tout patriote sérieux, c'est toujours un privilège d'avoir l'opportunité de servir son pays. Mais je ne veux pas, dans le contexte actuel du pays, m'inviter dans un gouvernement qui sert le chef de l'État et qui chante à la gloire du chef de l'État. Mais je préférerais l'autorité de référence de la majorité au Parlement qui met en place... On accepte l'autorité de référence. Oui. On accepte l'autorité. Dans un État sérieux, il n'y a pas d'autorité de référence, ni d'autorité morale. Il y a un chef d'État, il y a un parti majoritaire. On accepte tout ça. Mais on ne veut pas faire confondre sa personne avec la gouvernance du pays. C'est ça mon problème. Très bien. Je l'ai toujours dit, pour tout patriote sérieux, lorsque vous êtes appelé à diriger le pays, c'est une opportunité de servir la nation. Okay. Et donc, sur ces points-là, je serais totalement d'accord. Mais le problème, c'est que je ne voudrais pas venir dans un contexte où je me ferais passer pour le chantre du régime, le chantre du chef de l'État, parce que je ne viendrai pas servir le chef de l'État, je viendrai servir mon pays, mais sur base du programme implémenté par lui. Très bien, merci beaucoup. Vous avez compris, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce programme, un plateau qui était tellement émouvant. Nous avons exploré cette question de Félix Tshisekedi et tout droitina 3. Est-ce que nous parlons déjà de la naissance d'un CCCCO à la tête de la RDC? Enoch Manoka a répondu à toutes nos questions et vous l'avez justement entendu, mesdames, messieurs. Merci à vous d'avoir suivi le dossier d'État de ce jour. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour une nouvelle thématique. Prenez bien soin de vous. Sachez que le Congo restera un
et indivisible.